Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture l'autre regard, votre rendez-vous culturel qui entrecroise les regards sur différentes disciplines artistiques et littéraires. Et ce soir, nous allons parler d'art plastique, cette discipline qui, entre autres vocations, a le mérite de dresser des passerelles entre les peuples. Nous allons voir en quoi ce soir avec mes deux invités. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hachmi Amer. Monsieur Amer, bonsoir. Merci, bonsoir merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Amer. C'est fort. Alors, vous êtes artiste plasticien. Ouais. Vous êtes enseignant aux Beaux-Arts de Mostaganem. Ouais, exactement, ouais. Vous avez à votre actif de nombreuses expositions. Ouais. On va, en retraçant un petit peu votre parcours, citer quelques-unes d'entre elles. Vous avez aussi de nombreuses distinctions, on va en parler aussi. Et vous avez une actualité, qui bat son plein d'ailleurs, puisque vous êtes en train d'animer une exposition au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, et qui s'intitule « La Chine vue par Hachmi Amer ». Ou bien la Chine à travers les yeux de l'artiste Hachmi Amer. Exactement. Voilà, c'est ce qui est écrit sur l'affiche. Sur l'affiche, exactement. Merci beaucoup Hachmi Amer d'être parmi nous. C'est moi. C'est moi qui... Et comme d'habitude, mes chers compatriotes, pour apporter un autre regard, j'ai le plaisir d'accueillir un autre artiste plasticien, un compère de Monsieur Hachmi Amer, un ami de longue date, Karim Selgoua. Monsieur Karim Selgoua, bonsoir. Bonsoir, marhaba, très heureux d'être là. C'est un immense plaisir de vous recevoir, Monsieur Selgoua. Kiff, c'est la même chose. Je suis vraiment heureux et en plus du fait que je passe avec mon grand ami Hachmi, une connaissance de longue date, 1980 quand même, c'est pas d'aujourd'hui. Que je connais bien et je peux témoigner de tout son parcours, de toute son évolution, cet artiste humain et humanitaire aussi. Voilà, donc on en discutera tout au long de l'émission, mais heureux d'être là. Merci. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Karim Selgoua. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore, vous êtes vous aussi artiste plasticien. Oui. Vous avez d'ailleurs plusieurs cordes à votre arc, on va en citer quelques-unes. Oui. Vous êtes aussi designer. Designer, plasticien. Homme de théâtre, c'est d'ailleurs votre première vocation. Oui, scénographe et homme de théâtre surtout. Absolument. Oui. Et vous êtes par ailleurs enseignant aux Beaux-Arts d'Alger. D'Alger, dans plusieurs écoles privées d'Alger aussi. Entre autres, oui. Entre autres. Et donc, merci encore, Monsieur Karim. Merci à vous pour l'invitation. Avant de revenir vers vous, Monsieur Hachmi Amer, puisque nous avons un témoin privilégié de votre parcours, je vais vous demander, Monsieur Selgoua, un peu de retracer comment vous avez rencontré Monsieur Hachmi Amer, comment vous avez découvert son travail, quelles ont été les complicités que vous avez eues jusque-là, si je puis dire. Alors, Hachmi, c'est vraiment une connaissance très ancienne, 1980. On passe le concours d'accès à l'École nationale des Beaux-Arts d'Alger, qui avait comme directeur M. Yilles, et vous savez que la curiosité des Algériens, c'est-à-dire pendant le concours, avant d'entrer, on s'est tout de suite mis en petits groupes et on discutait entre nous. Donc Hachmi était avec un autre ami de Hadjout, Samir Sahoui et tout, et on discutait. Il y avait des amis, il y avait les Blagzenadji et tout. Ensuite, on a passé le concours, on l'a eu, et on a été ensemble dans deux groupes différents à l'école des Beaux-Arts d'Alger, mais le même groupe de dessin. Donc, on a eu des gens comme Filali, Mahjoubi, Martinez, Mesli. On a eu des sommités. Et dans le design, on a eu les Boutadjin, Arslan, Aqil Amouhoubi, Koudjil, Abdi. On a eu vraiment une équipe pédagogique superbe. Ensuite, il y a le Spar et c'est M. Asra qui a été nommé. Et Hachmi était un très bon élément, surtout en histoire de l'art et en dessin. Il était très costaud. Il était très costaud dans le sens très présent et à la page. Donc les débats dans les salles de cours. Histoire de l'art qu'il enseigne aussi d'ailleurs. Ah oui, qui enseigne à l'université de Mostaganem, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est présent et il est aussi présent par le dessin d'observation, mais aussi par le dessin de création, de dessin du modèle vivant. Et la miniature, il s'est spécialisé en miniature, c'est Hadja, quoi. Donc, c'est différentes flèches à son arc. Absolument. Donc, par la suite, Hachmi bénéficie d'une bourse à l'étranger, en Chine, donc il est parti avec d'autres collègues. Et c'est quelqu'un qui est revenu, qui n'a pas ramené un déménagement avec lui, comme l'ont fait plusieurs. Lui, il a ramené une expérience professionnelle magnifique, une autre façon de voir
une autre approche de l'art et du dessin et du croquis. Et franchement, depuis son retour, il n'arrête pas. C'est le cavalier positif, c'est celui qui est toujours là. Il n'y avait pas de portable, même, il y avait le téléphone fixe où Yarbi, si on se contactait. Mais c'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Hachmi est quelqu'un qui bouffe le terrain. Il est partout. C'est le témoin graphique. C'est beau ça, c'est le témoin graphique de plusieurs espaces nationaux et internationaux. Oui, on va le voir avec ses différents croquis voilà, et ses différents travaux. Et donc c'est quelqu'un qui touche à tout, c'est un plasticien. Absolument. Et moi je suis heureux de ce mot-là, il lui va très bien. C'est pas un miniaturiste, parce qu'on a voulu le classer comme miniaturiste, il ne bouge pas de là. Non, même la miniature, il a cassé l'encadrement, c'est un anticonformiste. C'est quelqu'un qui veut, oui, je casse, mais je ramène des choses. C'est vraiment une critique et une auto-critique de la miniature. Oui, il a ramené des miniatures. Oui, il y a le Mouktoufihoum Mouloud, il y a Mouktoufihoum Algérie, oui, c'est alto-terrorisme, Mouktoufihoum. C'est quelqu'un qui a été tout le temps présent et un anticonformiste. Et quand vous allez dans son atelier, je ne parle pas de la pédagogie de l'école de Mostaganem avec tout ce qu'il a pu organiser, comme festival, comme rencontre, comme workshop, comme expo de design à Mostaganem, expo de peinture, c'est énormément de choses. Franchement, c'est une émission de 2 heures, 3 heures qu'il faut pour faire ces témoignages tellement justes. Ce n'est pas... une vérité. D'ailleurs, on va retracer ensemble ce parcours. Tout ça. Voilà, donc je suis vraiment heureux de venir parler de mon ami, et de mon frère et de mon collègue, mais aussi de mon adversaire sur le terrain. C'est positif, je veux dire. Bien dit. Oui. Mais je veux dire qu'entre nous, il y a une émulation, une saine émulation. Oui. Et surtout qu'il a commencé à toucher à la peinture depuis à peu près 15 ans. Donc il rentre dans notre terrain, dans le domaine, parce que Hachmi est numéro 10. Je te remercie beaucoup. Voilà. Parce que c'est vraiment sincère et je suis vraiment heureux de venir parler. Moi aussi, je suis fier de t'avoir. Il est temps de parler des vivants, d'expliquer que les vivants sont là et qu'ils ramènent des choses. Certes. C'est pas de la blague, ils ramènent des choses. Ils ramènent des choses et bien sûr, la grande chose de Hachmi, c'est sa générosité. Allez questionner les étudiants. Sur son rôle. Tous les étudiants de Mostaganem et des écoles régionales à travers le pays. Demandez-leur Hachmi, c'est quoi? En suivant la générosité. En suivant Hachmi Amel sur sa page Facebook, j'ai eu le plaisir de découvrir une multitude de jeunes artistes qui sont aussi ses élèves. Oui. Et vous ne manquez jamais une occasion de promouvoir leurs travaux. Bien sûr, promouvoir, dont je remercie beaucoup mon ami Karim pour son témoignage et tout. C'est vrai tout ce qu'il a dit. Et lui aussi, il fait beaucoup pour les jeunes. Oui, on va voir. Beaucoup pour les jeunes. Et c'est notre devoir. Il est notre devoir de préparer, d'assister cette génération émergente. C'est l'avenir du pays. C'est l'avenir. Il y a des pays qui vivent grâce aux arts. Il y a nos voisins aussi qui émergent. Oui. Donc nous, on a des potentialités, on a des talents extraordinaires partout. Maintenant, je suis en train de faire valoir, de pousser des jeunes de l'intérieur du pays. Oui, de Tiaret, Ain Salah, de Tamarasat. J'ai des étudiants partout. Il faut les présenter, il faut les montrer au grand public. D'ailleurs, grâce à vous, je les ai découverts et j'aurai le plaisir de les recevoir. On va les inviter, Inch'Allah. Et mon ami Karim, qui est aussi un grand artiste, dont je suis très fier de lui, parce qu'on a fait les trucs ensemble. Comme il disait tout à l'heure, on a eu une très bonne formation. Moi, je suis vraiment fier d'avoir fait l'école d'Algérie, enfin l'école algérienne. Absolument. L'école nationale d'Algérie, on a beaucoup d'amis qui émergent dans le monde entier. Absolument. On a beaucoup d'amis qui sont même ici en Algérie. Mais tous les deux, vous avez été des globetrotters. Hein. Vous avez fait nombre d'expositions dans nombre de grandes villes à l'étranger. Ah oui, international. Ouais. On a fait un peu l'international.
et national, tout le bassin méditerranéen. Ouais. Mais je reviens sur la formation. On a été côtoyé quand même à des grandes personnalités du Abrous, par exemple, Abdi Abdelkader, Samta Ben Yahya, Sahraoui Boubkir, Sahraoui Ben Debbar, on a été chez Ben Debbar. C'est une référence. Ghanem Mohamed. Ornementaliste. Et bien sûr, Mesli, Martinez, Ali Khouja, Zoubir, Chayani Hassan, en architecture d'intérieur, Mahjoubi. C'est vraiment des gens costauds qui, la plupart, touchaient pas plus Malika, 5 000 dinars. Malika Abou Abdallah nous a enseigné l'histoire de la miniature, quelque chose comme ça. Elle était directrice du musée de À une époque où il s'agissait justement c'était vraiment une période de transition, si je puis dire, très difficile, où il fallait à la fois assimiler tous les acquis des arts européens, étrangers, etc., mais en même temps de faire émerger, de les faire servir à l'émergence d'une culture authentiquement nationale. Oui, et l'avantage même sur le plan théorique, c'était vraiment... Même sur le plan théorique, on avait des gens comme Madame Ramdani pour l'histoire de l'art, mais aussi on avait Monsieur Djahi, son histoire de l'art musulman, Monsieur Hassan Bou Abdallah en esthétique, Madame Lagoun en esthétique, Abrous, non, on avait Monsieur Chérifi en calligraphie, c'est le créateur de la monnaie algérienne. Non, c'est vraiment... Chérifi. On était en contact et c'est vrai que c'était un moment clé de changement parce que à ce moment-là, en 81, il y a eu l'arrivée du tronc commun à l'école des Beaux-Arts d'Alger, donc transformation. Vous savez qu'on avait un diplôme, le CEAG, le CAFAS, troisième année, qui était l'équivalent du bac artistique, et ce diplôme-là nous donne accès à toutes les écoles au monde. Au monde. Exactement. On rentrait aux Beaux-Arts de Paris, aux Arts déco, aux Beaux-Arts de Rome, oui, avec un respect, juste en présentant ce papier, une carte d'étudiant de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Moi, je me suis inscrit à Pékin, à l'Académie des Arts, l'Académie centrale des Arts de Pékin, par le CAFAS. Je me suis inscrit aussi à l'Université de Strasbourg pour faire un master. D'ailleurs, jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon équivalence, avec un CEAG. Et je me suis inscrit en doctorat, première année aussi, avec le CEAG. Monsieur Hachmi Amel, vous êtes originaire de Hadjout. Marengo, oui. Voilà. L'extrême ouest de la Mitidja. Voilà, et c'est un lieu d'ailleurs que vous avez croqué. Très souvent. Ah oui, bien sûr. Voilà. Moi, je suis de Hadjout, je suis natif de Hadjout, c'est une très belle région. Certes. Et mes ancêtres, c'était des guerriers. On a combattu la France. Les Hadjout, c'est connu. Oui. Les Hadjout, c'est connu. Mais je passais souvent mes vacances chez mes grands-parents à Tipaza. Et comme par hasard, mon grand-père, Rabbi Rahmo, il était gardien des ruines romaines de Tipaza. Il était gardien de la basilique de la Sainte-Celsa, la première et la plus grande basilique d'Afrique du Nord. Et donc, quand j'étais jeune, j'allais avec mes oncles pour lui acheter des tickets d'un petit musée à Tipaza. Et donc là j'étais très jeune, hein, j'avais 4 ans, 5 ans peut-être avant de rentrer à l'école. Donc je voyais déjà la famille berbère en céramique, le buste de Cléopâtre, les filles de Cléopâtre d'Égypte. Je voyais par exemple, je regardais les trucs, les sarcophages, le buste de Juba II. Donc ça a commencé... Vous avez baigné un petit peu. Oui. Et d'ailleurs, c'est un endroit auquel vous revenez souvent et que vous croquez souvent. Ah oui, beaucoup. Et d'ailleurs, sur l'instant, à tel point qu'il y a parfois des scènes un petit peu... Il y a des peintures de jeunesse. Notamment avec votre compère Ali Haj Tahar, que nous saluons. Sur un croquis, il fait un petit commentaire et il dit... Ah oui, je lui donnais... Moi, quand je réalise un croquis, quand je suis avec un ami, là, je lui donne le croquis, le laisser, le dédicacer ou faire quelque chose pour qu'il devienne... c'est ça l'art contemporain. C'est que... Un témoignage. Un témoignage du temps, de l'instant même. Et je parlais tout à l'heure, c'est grâce aussi à... Il n'y a pas chez vous ce fétichisme de l'œuvre. Vous-même, vous la signez, vous la commentez, vous la donnez à un camarade pour la commenter. Je fais ça partout. Hein. Voilà, et donc par exemple, on peut lire sur une œuvre que vous l'avez faite, c'est Ali Haj Tahar qui commente, à Califourchon sur un arbre. Oui, Ali Tahar, exactement, je donne... C'est la Mitidja, vous avez croqué la Mitidja à Califourchon sur un arbre. On allait venir ici à Alger, il était directeur central au ministère de la Culture, la promotion des arts et tout. Et donc j'ai vu un bougainvillier
qui orne une cave coloniale, une demeure comme ça. Et donc je m'arrête là, je prends tout mon temps, mon tabouret, et je croque. Oui. Et une fois, j'ai réalisé un petit tableau sur papier avec de l'acrylique. Fais-moi vite, vite. Et donc tout ça, c'est... Et c'est-à-dire, on a voyagé beaucoup ensemble aussi, comme celui, il connaissait bien l'histoire de l'art, l'histoire des artistes. Il commente, je lui laisse le soin. Je ne suis pas mieux placé que lui. Donc lui, il a une belle plume. En plus, on a toujours besoin d'un autre regard sur notre travail. Non, mais ça a toujours existé. Delacroix avec Baudelaire, Charles Baudelaire, par exemple. Diderot. Et beaucoup d'artistes. De grands littérateurs en commentaire. Comme Rousseau, enfin, il y a beaucoup d'artistes. Mais je vais souligner une chose pour qu'elle ne m'échappe pas. C'est quand j'étais jeune, flamme maternelle. Oui. On était chez les sœurs catholiques. Oui. C'est grâce à elle. Bon, nous, on était pauvres à l'époque, les années 64, 65. Enfin, les Algériens étaient des pauvres et tout. Et c'était sorti d'une... Oui, tout juste de la guerre de l'indépendance. Donc, on n'avait pas les moyens. On n'avait rien du tout. Donc les sœurs catholiques, ils me donnaient bon, peut-être ils ont senti cette approche, cette sensibilité envers l'art. Ils me donnaient du papier et j'étais émerveillé. Ils me donnaient du papier et des crayons de couleur comme ça. Et moi, je jouais, je faisais, je sais pas. Donc comment dirais-je, je croque comme ça des trucs. Et puis eux, ils m'encourageaient, ils me donnaient à chaque fois des bons points. Ils me donnaient des bons points et ça m'a stimulé. Ah oui, ça m'a stimulé et ça m'a donné l'envie de faire ce que j'ai toujours aimé faire. Alors, M. Selgoua en parlait, hein, vous êtes d'abord connu pour, pas que, mais vous êtes d'abord connu pour les enluminures. C'est un domaine que vous avez un petit peu bousculé. Oui, j'ai choisi, comme disait mon ami Karim Selgoua, il y avait le tronc commun, j'avais 2 ans à peine. 2 ans. Pendant les 2 ans, on faisait tout. Vraiment tout. On a la miniature, la calligraphie, l'histoire de l'art, l'anthropologie, le dessin, le croquis, l'anatomie. Enfin, on avait un programme extraordinaire. Extra. Et moi, j'étais arabisant. Je ne prononçais aucun mot en français. Aucun. Donc, comme l'histoire de l'art et les trucs théoriques, c'était en langue française. Donc, je me suis mis à l'apprentissage de cette belle langue aussi. Donc, j'ai commencé l'histoire de l'art, je commençais à lire, à lire. Et même quand on était dans la cour et tout, avec mes amis, on était soudés. C'est pas comme maintenant, on était soudés. Les élèves de l'école des beaux-arts de l'époque, solidaires. Alors que c'était un brassage de toutes les régions. On était solidaires. Karim, c'est le meneur. Oui. C'est lui qui décidait. On sent la fibre du leader d'ailleurs. Quand on avait besoin de choses, on s'adresse à lui. Quand on voulait par exemple du matériel, c'est lui, il avait toutes les portes ouvertes et tout. Donc, même quand on était dans la cour pendant les récréations, des débats très chauds. Des débats, coquilles, tout le temps. Tout le temps, alors tout le temps, on faisait des trucs comme ça. Donc c'est dans les gènes. On ne devient pas artiste comme ça. On ne devient pas, quand on dit jour au lendemain, non. C'est un long vécu qui va forger cette vocation. Il faut lire l'histoire des artistes, comment ils sont devenus artistes. Et il y a des gens qui ont commencé tôt. Il y a des gens, Matisse, par exemple, il a commencé à l'âge de 22 ans. Parce que sa maman lui a offert une boîte de couleurs, une boîte de couleurs. Et il a commencé à un truc, il était hospitalisé. Donc on ne devient pas, soit on l'est, soit on ne l'est pas aussi. Mais il faut évoluer avec le temps, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Travailler. Il n'y a pas de secret, il faut travailler.
se faire confiance à son instinct, à sa vision. Faire les bonnes rencontres Faire aussi. les bonnes rencontres, marcher, aller découvrir. Dans notre formation pédagogique à l'École nationale, on avait fait tous les musées d'Alger. Ah oui. Tous les musées. Et le peu de galeries qu'il y avait, on est parti visiter. Et il fallait qu'on fasse des rapports sur les visites. Et croyez-moi, ça fonctionnait très bien. Les galeries. On est parti à Tixir, Tchiria, des sorties Zama de loisirs à Tipaza, mais il y avait toujours une séance de croquis. Il n'y avait pas l'appareil photo, mais il y avait le croquis. On devait présenter à certes. Même le prof de miniature, Harry Webker, exigeait 30 croquis par semaine. C'est vraiment un travail dur, une formation dure, mais elle avait ce côté beau, ce côté sensoriel qui était pas mal, tactile, qui faisait qu'on se posait des questions, même entre nous, les étudiants. Moi, j'ai Hajmi au Charaïk. Anna, je dessinais très mal, mais j'avais ma façon de m'exprimer. Mais d'autres, voilà, une autre touche. Et c'est comme ça, Yazid, par exemple, Oulab, sur des tâches. Et Ould Mohand, Shrif, je voulais ajouter quelque chose, mais je te permets. C'est que là, on est ensemble 3 ans. 3 ans, pas d'étrangers. Mais à partir de la 4e année, on reçoit les gens des écoles régionales, ceux de Constantine et ceux d'Oran. Et alors là, c'est ce mélange de personnes. En plus, ceux qui étaient dans la cité, c'était encore plus chaud, plus chaud dans le sens positif du terme. Il y avait un travail plus chaleureux, il y avait un travail incroyable. J'étais tout le temps là. On était avec... Je mangeais constantinois, je mangeais hadjoté, je mangeais orané. On avait Chaban, Sid Ahmed d'Oran, on avait Sidjal Mustafa, on est avec nous, Shrif Mujbar. C'est de grosses signatures actuellement. C'est vraiment de grosses signatures. C'est vrai, on est vraiment très fiers d'être Voilà, on est très fiers. Franchement, de grands designers, de grands plasticiens, de renommée. Chérif, il a fait des idées avec nous. C'est un grand designer. Voilà, et qui ont énormément innové, qui n'ont pas seulement... Qui ont innové, qui ont marqué leur place au monde entier. Un peu à l'image aussi de M. Amer. Pour revenir à l'enluminure, c'est un domaine que vous avez un petit peu bousculé, je le disais tout à l'heure. Moi, avant de choisir la miniature, je me suis posé plusieurs questions. J'étais sincère. Je faisais ça avec sincérité. Et mes enseignants, ils étaient contre. Ils m'ont dit que tu aurais dû, par exemple, choisir histoire de l'art ou bien faire peinture. Je me disais, bon, ça, je peux les faire moi-même seul. Mais je voulais me spécialiser dans la miniature, l'enlumineux. C'est pour bousculer les choses, c'est pour ramener des choses. Introduire aussi. Parce que j'ai beau lire, j'ai lu les trucs, Alexandre Papadopoulou, j'ai lu pas mal de thèses, de mémoires, de livres sur Racine et tout. Et c'est vrai que c'était un novateur, mais ancien. Il est ancien, il racontait des trucs, t'as les Ottomans. Moi, j'étais contre. À cette époque, il a fait quelque chose d'osé. Il a touché quelque chose qui était très conservateur. Donc, avant, Karim, d'une manière très... Karim, j'étais, avec tout mon dessin, j'étais contemporain, la miniature, avant, j'étais déjà contemporain. Qui m'a c'est-à-dire, j'écrivais des trucs de mon temps, quoi. Sur le terrorisme, sur la liberté, sur la guerre. Sur le terrorisme, dommage, les œuvres, je les ai vendues, mais surtout à l'étranger. Sur la dessinée noire. Nos compatriotes peuvent les voir à l'écran. Sur la dessinée noire, par exemple, j'en ai réalisé beaucoup de miniatures. J'étais sincère. C'est-à-dire, on a travaillé comme mon cœur. Ça va de soi. Comme Karim, par exemple, pendant la décennie, on avait la possibilité de quitter ce pays. Tous nos amis sont partis. Mais moi, je me suis juré que je reste ici. Et mes enfants sont comme moi. Tous deux artistes par ailleurs. Et non, mais on était conscients. Non, c'est vrai, on aime ce pays. C'est un pays extrêmement riche. Moi, j'ai fait toute l'Algérie. J'ai croqué toute l'Algérie. والله العظيم شوف التشور les hameaux par exemple, les petits villages. Ceux qui nous suivent vont pouvoir voir Sétif, Biskara, partout. J'aime ce pays. Mais enfin, avec une maison d'édition, Inch'Allah, on pense faire un livre sur mes croquis à travers l'Algérie.
Parce que j'en ai beaucoup, j'en ai des carnets. Quand j'ai vu, bon, Hachmi était connu pour les miniatures et tout, mais la première fois où j'ai vu les croquis, il n'est pas question que tu gardes ça. Il faut et je parle là de ça fait 15 ans. Il faut absolument le montrer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne une grande partie, c'est que il me donne, je commençais à voir, ensuite Jaudet a vu, ensuite, il faut que tu montres, il faut que l'Algérien aussi comprenne, il faut qu'il voit une expo de croquis. Karim, il m'a beaucoup aidé. Il m'a conseillé, d'ailleurs, moi, quand j'organisais des manifestations d'envergure, des manifestations vraiment d'envergure, des événements majeurs. Aussi bien nationaux qu'internationaux. Oui, je connais pas mal d'artistes des internationaux. Je l'ai fait. On me faisait confiance. Le ministère de la Culture et des Arts me faisait confiance. À chaque année, on organisait. Et à chaque fois, je fais appel à Karim. À chaque fois. À chaque fois, je l'appelle, Karim, voilà, j'ai l'intention d'organiser une grande manifestation autour du design. Il me conseille. Il me dit, voilà, j'ai le contact. Donc, et moi, je fais des écrits et on a fait des trucs magnifiques. On garde des films, on a des films, on a des écrits, on a des trucs et ça va rester. D'ailleurs, vous vous exprimez justement sur des causes contemporaines, sur des causes de votre époque. Peut-être que l'exemple, en tout cas l'un des exemples les plus frappants, c'est votre exposition Naufrage en Méditerranée. Oui. Où vous avez traité du thème de la harga. Ça a commencé par un petit voyage. Enfin. Et c'est une expo qui a voyagé. On a voyagé, enfin. Alors, c'est une expérience. Donc, mes amis m'ont toujours poussé. Parce qu'ils ont vu, ils ont constaté que je commençais à exposer avec eux et tout. Je me suis dit, il faut que je m'y mette. On a eu une bonne formation, donc je ne vois pas pourquoi je vais pas me lancer dans la peinture, dans l'art plastique. Donc j'ai commencé avec mes amis, j'exposais avec eux et tout. Et puis un jour, j'étais sollicité pour exposer à Madrid. Vous avez beaucoup croqué d'ailleurs, Madrid. Oui, c'est une ville. Alors c'est magnifique. Madrid, c'est magnifique. Madrid, j'ai découvert l'Espagne. Je te jure, j'ai découvert l'Espagne. Mais avant de se perdre dans les dédales de Madrid, poursuivez juste sur votre exposition sur Naufrage en Méditerranée. Alors, Naufrage, je suis allé en 2007. Je suis allé à Madrid avec Dufel Adlan, Saïd Bladji, Kenza Bournan, Mustafa Sejjal, Mustafa Mnidjay. Et le commissaire, c'était Khalifati, la galerie Yasmine. On était invités par l'ambassade d'Algérie à Madrid, chez Madame Ferrouchi. C'est une dame extraordinaire. Elle a fait beaucoup, une très belle galerie à Madrid. Donc on a exposé, une exposition collective. Et puis le retour, je suis sorti voir la mer le soir. Je voulais voir la mer. Et là, j'avais les larmes aux yeux, en pensant à nos enfants, aux jeunes Algériens qui traversent cette Méditerranée dont la plupart échouent. Africains en général. Africains, et moi je pensais surtout aux jeunes Algériens qui quittent le pays pour en quête peut-être, je sais pas, du bonheur, je sais pas que c'est. Ici, il y a du travail quand même. Il y a du travail, c'est un grand pays, il peut nourrir 500 millions d'habitants. Et cette terre fertile, arable. Et donc, ça m'a venu l'idée de commencer à travailler dans un sens. Et ça m'a fait de la peine. J'étais triste. Et puis, en rentrant chez moi, donc j'ai commencé à travailler ce thème. Et j'ai vu une fois à la télévision algérienne, je ne sais pas quelle chaîne, une maman qui criait, qui pleurait, qui demandait à l'État de ramener son fils et l'enterrer avec ses propres mains. Donc j'ai vu ça, surtout il n'y avait que des mamans et des tantes et des sœurs qui pleuraient. Et donc ça m'est venu l'idée de travailler. Oui, ça se retrouve dans vos. Oui, dans ma peinture, il y a la quasi-totalité de mes peintures, on trouve la présence de la femme. Oui. J'adore cette femme, la maman, parce que maman, j'étais très proche à ma maman. On voit aussi dans certains tableaux la femme au premier plan. Ah oui. Avec en arrière-plan justement le bateau qui a pris son fils. Oui. C'est un drame.
C'est un fléau, on n'a pas connu ça. C'est quelque chose que vous avez embrassé un petit peu dans toute sa dimension dramatique. Il n'y a pas très longtemps, mais c'est eux qui hargouillent l'Algérie pour travailler la terre ici. Voilà. Les Allemands, les Maltais, les Italiens, Siciliens, les Français, les Espagnols, ils venaient ici en Algérie. J'ai eu l'expérience. J'ai exposé ces œuvres. Enfin, l'histoire, ça a commencé, on m'a acheté une œuvre, une fondation, on m'a acheté une œuvre, on l'a offerte au patron de cette fondation, elle s'appelle Balearia. Donc, elle faisait entre Mostaganem et Valencia. Et donc, ils m'ont acheté une œuvre, ils ont montré ça en Espagne, à Dénia, une très belle ville. Donc, ils ont montré ça au staff, donc ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça et donc on m'appelle, on me dit voilà monsieur, dans une année tu vas exposer en Espagne. Est-ce que c'est possible? Je dis oui, si c'est une année, oui, je suis partant. Donc j'ai commencé à travailler et j'ai fait, grâce à, avec l'aimable soutien du ministère de la Culture et surtout Honda, on m'a sponsorisé un catalogue, un joli catalogue. Et donc, on a commencé comme ça, on a commencé. Donc, j'ai fait, c'était, l'expo, elle a fait l'objet d'une expo itinérante. C'est-à-dire, elle a fait Mallorca, Ibiza, le Dénia, et on a terminé toute, en termes de cette aventure, j'ai exposé à la Casa Arabie. Alors, Casa Arabie, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ils font beaucoup pour le monde arabe. Ils travaillent avec le monde arabe et tout. Donc, ils ont beaucoup aimé le travail. Et vraiment, et donc, on leur avait offert des catalogues et un très bon collation, une très bonne collation. C'était le Ramadan. Donc, la galerie Yasmine avec Hamoud Bou'alam, le ministère de la Culture, Honda et tout. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Montrer un aspect de l'hospitalité algérienne. Mais cette exposition-là, vous avez employé un trait assez particulier, une manière de dessiner assez particulière. Et je me tourne vers Karim Selgoua, vous aussi, dans votre travail, votre manière de traiter la forme, les couleurs, est très peu conventionnelle. Et, parfois, il y a cette réaction, on ne va pas se voiler la face, il y a cette réaction du public face à une œuvre peut-être qui ne traite pas la forme de la manière à laquelle on s'attend. Voilà, la plus académique, la plus classique. Et il y a cette réaction de, écoute, si c'est ça de l'art, mon fils... C'est trop facile, on peut faire ça. Mon fils de 6 ans, il peut faire la même chose. Hein. Je devrais peut-être m'y mettre, moi aussi. Oui. La peinture de Karim est une peinture intellectuelle. De manière générale, pas seulement vous deux, c'est un exemple. Mais face à un traitement un petit peu subjectif de la forme, lorsque vous rencontrez cette incompréhension du public, quel est votre discours, C'est-à-dire qu'on comprend très bien, et le problème de l'académisme et de l'abstraction chez nous s'est toujours posé, même au niveau de la formation, ça s'est posé. Il faut absolument que l'étudiant passe par une formation académique, gréco-romaine, le plâtre, et ensuite il arrive en 3e année pour arriver à la création et tout. Et ça a été très dur, ça a toujours été une grosse bataille, mais on est arrivé quand même à faire deux ateliers de dessin, un atelier de dessin académique à partir d'un modèle, qu'il soit vivant, qu'il soit une nature morte ou un plâtre, et un atelier d'art et de création. Et même au Beaux-Arts de Paris, vous allez plus trouver l'atelier de dessin actuellement. Il y a un atelier d'interprétation graphique. Le dessin a changé d'appellation. Déjà rien que le terme, interprétation. Oui, c'est interprétation graphique, du point et du trait. Et ce qu'on appelle chez notre Kherbiche, c'est aussi le dessin abstrait, l'expression. Donc on favorise plus l'expression que le dessin réel. Mais on a le temps de présenter un dessin réel. Il y a tout un groupe d'artistes qui travaillent sur ça et on les aide, on fait de leur promotion. On est très content qu'il y ait ça. Face à un sujet, face à un objet plutôt. Voilà, face à un objet. Il y a... Ce qui prime, c'est la subjectivité du peintre, de l'artiste. Voilà. Mais il y a aussi... où s'arrête
sa liberté dans la subjectivité, l'intelligence aussi de pour qu'elle reste communicable. Voilà, Voilà, qui ne s'enferme pas dans l'autisme. L'astuce, c'est ça l'intelligence des plasticiens, des artistes, c'est trouver cette façon de communiquer avec son public ou avec le public en général et d'expliquer que l'art actuel n'est pas un art qui est établi par des conventions. On est déjà, au départ, on est anticonformiste. Quand je parle, oui. Et Hachmi, qu'est-ce qui a fait que Hachmi a cassé l'enluminure, a cassé l'encadrement, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est très conservateur. Il a eu beaucoup, moi je connais des gens qui lui sont tombés dessus, mais on l'a défendu, on n'a pas défendu, on a expliqué, au contraire. Mais aussi bien vous que M. Hachmi, votre art reste figuratif. Semi-figuratif. Voilà. Mais on comprend ce que vous voulez représenter. Voilà. Peut-être pas dans toute la subtilité. C'est aussi notre façon de présenter l'art. Vous allez au gravures rupestres du Tassili, vous allez trouver des personnages à demi dessinés, au trait. Moi, je préfère cette culture que la culture occidentale, la peinture de chevalet. Ça, c'est ma position. Justement, nous n'en sommes pas encore là, mais il y a des dérives comme celle dont parlait Hanan Bouraï et Nelia Salem, que j'ai eu le plaisir de recevoir, de la banane avec un morceau de scotch et qui sont vendus. Bon. Oui. C'est censé être de l'art abstrait, mais ça aurait pu tout aussi bien s'appeler de l'évasion fiscale, mais c'est un autre sujet. Bien sûr. C'est notre vision. C'est-à-dire, quel est, au moment où vous êtes face à un objet que vous voulez représenter selon votre ressenti, quelle est la limite que vous vous fixez pour justement que l'intersubjectivité reste là? Franchement, moi, je ne me suis jamais fixé de limite. À chaque fois que je présente une expo, je ne la présente jamais seule. C'est toujours avec des conférences, avec des rencontres, avec quelque chose d'interactif. Je déchire. Vous avez constamment le souci de la rencontre. Voilà, le souci de la rencontre. Et j'utilise. Moi, je m'abreuve de ma société. Je m'abreuve de Babelois, du vendeur de cigarettes, du café mort, de l'hammam, de l'arrêt de bus. D'ailleurs, vous privilégiez... Tout ça, mes titres de peinture, c'est toujours ça. D'ailleurs, et aussi, les 7 Houmat, oui. Voilà, les 7 Houmat, le dernier expo. Et aussi du patrimoine rural. Je ne vois pas pourquoi un peintre comme Matisse, ou là comme Picasso, ou là comme, je ne sais pas quel autre artiste vient en Afrique, prend une pièce qu'il trouve dans le souk ou n'importe où, la prend et va à Paris, la dépoussière et la pose, ça devient de l'art contemporain. Et moi qui ai ça quand je vais en Kabylie, les maisons peintes, la poterie, le tapis, l'architecture, l'irrigation, tout ça c'est de l'art, l'espace. J'ai ça dans mon sang. Quand je vais pour présenter, on me dit non, vous faites du folklore, vous faites de l'art artisanat. Non, je suis désolé. J'ai un discours aussi fort que ces messieurs-là. J'ai un discours qui se tient et qui vient d'une réalité vécue. Je ne peux pas mentir. Même si on part vers avec le slogan de l'artiste et le reflet de sa société, oui, allons-y dans ça. Moi, je ne peux pas présenter quelque chose, je ne vais pas mentir à mon public. C'est pas possible. Je vais raconter ma société avec toute sa culture pluridisciplinaire. Vous allez au Tassili, vous allez toucher les fresques. Moi, j'ai eu cette chance et cette autorisation de toucher la vache qui pleure ou les peintures rupestres. Vous touchez, vous savez que ces 170 millions d'années racontent des choses que vous êtes en train de vivre actuellement. On ne parle plus de subjectivité, de réalisme. Non, quand je vois une chanson de Araï, de Khaled, quand il chante Aïcha et qu'à un certain moment, avec Goldman, il monte avec lui sur scène, c'est lui qui l'a écrit. Hein. Il monte dans le son. Hein, il monte dans le son et Goldman, à un certain moment, s'arrête, a failli mourir parce qu'il n'arrivait plus à faire les 3 temps Hadouk. Ou quand Ali Benchir fait ou la Belloumi fait un geste spectaculaire dans un terrain de foot alors qu'il a pris ça, barra, Ali Benchir, il y a des terrains à la Caspan en L. Vous ne voyez même pas le but à la khor. Et il vous fait soulever 100 000 spectateurs au 5 juillet. Ruminigue a étudié dans des écoles, il ne fait pas ça. Chouf Maradona, tous les gens à demain viennent du sud. Du continent des pays. C'est comme disait l'Anqa, mais l'expression elle est forte. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'intelligence du plasticien et la communication. Il faut communiquer. Nous, on n'a pas ce statut, quand Hachmet a parlé de générosité et tout, on n'a pas ce statut. On ne voit pas des artistes ou Justement. Et d'ailleurs, vous... Non, pas du tout. Pour nous, on s'amuse, on rigole. Il faut voir quand on travaille en groupe. Au point que vous privilégiez dans vos expositions, les expositions extramuros,
Oui, des workshops toujours. Une fois, j'ai vendu... Les friches, etc. J'ai fait une expo Tlata, l'une de mes plus belles expos, dans une maison qui se construisait. C'était le thème, Ousmane Tlata, en 3 jours. Hein. Et il y avait une salle où je voulais que chacun puisse prendre une peinture, chacun puisse acheter une peinture. Mes prix ne sont pas chers. Mais je voulais aussi tout vendre, mais chacun pouvait. Donc j'ai fait une salle où il y a des petites peintures où j'ai vendu la couleur, 800 dinars la couleur. Et il y avait à peu près 50 œuvres, petit format, 800 dinars la couleur. Donc les gens qui venaient acheter demandaient aux jeunes, aux artistes qui étaient là-bas, aux étudiants, dites-moi, il y a combien de couleurs là? Ça me fait combien? 4000 dinars, 5000 dinars. Et donc on discutait aussi chromatologie, c'était interactif. Oui, d'ailleurs, lors de la campagne que vous avez faite pour M. El-Hassi, Ali Hachtar avait soulevé ce problème que lorsque l'art n'est pas accessible aux fonctionnaires, à l'enseignant, etc., ben vous allez l'enfermer dans une sphère, bien sûr. Au minimum petite bourgeoise, et l'ensemble, la majorité du peuple algérien n'y aura jamais accès. Non, nous on a cassé... Il ne l'accrochera jamais dans son salon. Non, c'est pas possible. Nous on a cassé justement ça, on a cassé l'encadrement d'une œuvre d'art, on a cassé plein de choses, plein de tabous. Alhamdoulilah, ça fonctionne bien, on a un public algérien, mais aussi étranger, qui est très demandeur. On ne reconnaît plus que les joueurs de foot. Ça fait très plaisir. Hein. C'est grâce au réseau, on ne reconnaît plus uniquement les chanteurs, les musiciens ou là, les joueurs de foot, les stars et tout. Oui, vous sortez un peu maintenant des peintres. Ça fait plaisir. Vous marchez à des douches et quelqu'un vous apostrophe, vous dit vous êtes l'artiste peintre et tout. Ça fait très plaisir parce qu'il y a une reconnaissance sociale comme ça qui est importante pour nous. Qui est essentielle. Et qui nous pousse à travailler plus. C'est une considération. Voilà. C'est de la considération. Et justement, pour parler du regard sur l'autre, entre guillemets, qui n'est jamais que soi-même finalement, cela nous amène à votre actualité, puisque votre exposition bat son plein au Palais Moufdi Zakaria, et vous exposez de nouveaux croquis, enfin, au sens d'inédit en tous les cas. J'expose, c'est une belle expérience, comme disait mon ami. Qui a commencé très tôt, puisque vous avez étudié en Chine. Ah oui, j'ai fait 3 années en Chine et j'ai beaucoup voyagé en Chine. J'ai voyagé dans le temps où il y avait toujours encore l'esprit de le maoïsme, le maoïsme qui régnait. Donc il y avait peu de... Bon, il y avait le train, le chemin de fer. Donc j'ai fait... Enfin, pas toute la Chine, parce que c'est très très grand, il fait presque 10 millions de kilomètres carrés. 10 millions de kilomètres carrés. Donc j'ai fait pas mal de villes, jusqu'à Xi'an, au sud. Je suis allé à Harbin, dans le nord, à Tianjin, à Chengde, à Tatung. Donc j'ai été là où j'allais. Je faisais toujours, j'avais mes carnets de croquis, trimballés avec les croquis, toujours. Et donc je savais... J'étais très jeune, je savais que ces croquis vont faire sûrement plus tard peut-être l'objet d'une exposition ou d'un catalogue. Donc je savais, j'étais conscient, j'étais vraiment conscient. Donc je prenais tout mon temps quand je voyageais parce qu'il y avait beaucoup. Alors le matin, on avait des cours et des trucs. L'après-midi, c'est sacré, c'est les visites. C'est la Grande Muraille, c'est les zoos. C'est les bibliothèques, les expositions. C'est comme l'époque à l'École nationale des beaux-arts, comme disait tout à l'heure mon ami Karim. Nous, on a eu de la chance. Quand Hassan Bouabdallah, donc on avait des rendez-vous je sais pas quel jour, chaque jour on avait le cinémathèque par exemple. Vendredi, on allait au cinémathèque pour voir un film japonais noir et blanc. On était jeunes, mais on était conscients. On était conscients. Donc en Chine, je faisais la même chose. Donc je croquais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans le sang, parce que je me suis toujours dit que peut-être je ne reviendrai jamais. Et c'est à partir de là que j'ai été pris d'une frénésie. Ah oui, c'est à partir. Et puis quand je suis rentré, je suis revenu une deuxième fois en 2012 dans le cadre d'une manifestation organisée par les Chinois chaque année. C'est le workshop des pays arabes. Donc à chaque année, le ministère de la Culture choisit un artiste pour aller participer à cette manifestation. Et cette fois-ci, on est allé au l'extrême nord de la Chine, c'est le Hailandia. C'est la rivière du dragon noir, le Hailandia. Que vous avez croqué elle aussi d'ailleurs. Ah oui, j'en ai vu beaucoup. Et j'étais émerveillé. Parce qu'une région où il y avait une forêt qui faisait 32 000 km².
où sont des sentiers, et les gens qui courent, ils venaient de partout. De l'extrême sud de la Chine, il y avait un aéroport, il n'y avait rien. Dans cette région, il n'y a rien. Il y a des hôtels dans la nature, comme ça, des trucs simples, des bungalows. Il y a une forêt, il y a le fleuve, enfin la rivière du Dragon Noir. Donc les gens venaient pour voir cette merveille. Oui. Cette merveille. Donc à l'intérieur de cette forêt, on trouve tout. On trouve des musées créés par les Chinois, des musées en plein air. Oui. Les sculpteurs qui venaient pour sculpter des dragons, des dragons, des phénix, les animaux, comment les animaux légendaires. Comment dirais-je, fantastiques, les trucs, comment qu'on appelle. Donc ils venaient voir. Tu entres à l'intérieur d'un truc, un animal grandiose, là, tu te trouves dans un musée sonore à l'intérieur, et pourtant il n'y a ni ville ni rien. C'est comme la Grande Muraille, les gens viennent comme le temple du siècle, comme le temple du ciel, comme enfin, ils sont curieux, c'est un peuple qui est curieux. Donc moi j'ai été dans cette région, donc j'ai beaucoup travaillé. Et là, quand je suis rentré, j'ai montré mes travaux à beaucoup de gens. Ils n'étaient pas intéressés des galeries. Ils n'étaient pas du tout intéressés par mon expérience. Alors, la dite expérience, on va revenir dessus dans un petit instant. Mais avant cela, on va faire une courte pause puisque c'est le moment de notre rubrique Mohamed Dib, notre immense écrivain. Ah ouais. Dont s'inspire d'ailleurs, vous m'avez fait la confidence tout à l'heure, Yasser Amal, plus connu sous le nom de l'homme jaune. C'est votre fils d'ailleurs. Un livre que j'ai acheté, j'ai lu la première fois Mohamed Dib, c'était à l'université de Pékin. Mohamed Dib, comment il s'appelle? C'était le recueil Au Café. Comment? Au Café. Voilà, j'ai acheté le livre, il est en Moscou en 1900, les années 60. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, il y a mes enfants qui l'ont lu aussi. Yasser, mon fils, il s'est beaucoup inspiré de ce livre. C'est un monstre de la littérature. Absolument. C'est un monument. Et ce soir, nous allons découvrir un autre aspect de son œuvre. On va découvrir un petit peu le poète Mohamed Dib. Tout de suite après le jingle, comme d'habitude, mes chers compatriotes. À tout de suite. Donc ce soir, mes chers compatriotes, nous allons découvrir ou redécouvrir un poème qui s'inscrit dans le recueil Cœur insulaire. Le dit poème s'intitule Pastoral. Rameaux et racines, nous sommes couchés, nous célébrons les vacances. Faut-il disparaître ensuite? Aller chercher ces mots ailleurs? Et les morts? La lumière sous les cils, nous ne dormons pas, ils avancent là-bas. Ils mêlent leur haleine à toute chose. Cela impérissable. Le cœur est là, le message est là. Cœur plein de son bruit, inépuisable. Le silence au bord des lèvres, cela aussi est le message. La chair et son ombre, rien ne manque. Poème d'une grande puissance d'évocation, comme d'habitude chez Mohamed Dib, c'est presque un truisme de le dire, et poème d'une grande profondeur symbolique. On va revenir sur le symbolisme tout à l'heure, si le temps nous le permet. Mais je reviens vers vous, Monsieur Hachmi Amal, pour votre travail sur la Chine. Lorsqu'on met côte à côte vos croquis sur la Chine et vos croquis sur l'Algérie, vos croquis sur les autres villes que vous avez visitées, européennes, etc., on retrouve certes des particularités liées à l'architecture, à l'histoire, mais votre regard, en revanche, lui, reste le même. C'est celui d'un découvreur, mais qui ne pose jamais un regard exotique sur ce qu'il découvre. On sent chez vous que, en fait, vous considérez, partout où vous allez, vous considérez que vous avez affaire à la même humanité. Contrairement à certains regards, je dis cela à cause de la Chine en particulier, puisque suite à la crise sanitaire, il y a certains vernis, il y a un vernis qui a craqué, et on a vu la résurgence
sinon d'un racisme assez abject, du moins d'un orientalisme. Et donc, vous nous montrez une Chine finalement qui est comme nous autres, avec ses particularités certes, mais qui est d'une même humanité, et c'est ce que vous montrez dans toutes les régions que vous visitez. Oui. D'où le thème un peu d'ailleurs de notre émission ce soir. La Chine est un pays chaleureux. La Chine, j'ai découvert ça. Moi, avant de partir, j'avais peur des traditions. Finalement, c'est un peuple accueillant, chaleureux. Il reçoit bien les gens. Il n'y a pas de problème. Tu as l'Occident, les vols, les trucs, il n'y a pas. Enfin, je parle des années, voilà, des années du maoïsme jusqu'à la fin de 80. C'était bien, la Chine. J'ai voyagé, jamais eu de problème. Je voyageais dans le train. J'ai fait Pékin-Harbin, j'ai fait 72 heures en train. Il y avait tout à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on descend, enfin, j'ai le temps de prendre des trucs comme ça. Je rentre dans des restaurants, je croque les gens en train de manger. C'est un peuple magnifique. La Chine, c'est un pays à visiter. La Chine, c'est un pays, et en plus, ils aiment beaucoup les Algériens. Ils aiment beaucoup les Algériens. Certes, d'ailleurs. Ils aiment ça. Historiquement, nos liens sont... C'est les premiers qui ont aidé l'Algérie. C'est les premiers. Il n'y a ni la Russie, ni rien. C'est la Chine qui a aidé le premier. D'ailleurs, moi, comme je suis un philatéliste, je collectionne les timbres. J'ai acheté beaucoup de timbres et j'ai acheté un timbre qui est sorti quelques jours après l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est un peuple qui accorde une importance prépondérante à l'Algérie. Donc on est très... Ils aimaient bien, enfin je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais... La gloire de novembre a rayonné un peu partout d'ailleurs. Avec tous les auteurs, enfin avec beaucoup d'auteurs que j'ai eu le plaisir de recevoir. Il a beaucoup aidé l'Algérie. Le temps de... Il n'y a pas que Mao Tse-tung, il y a d'autres aussi. Mais je parle pourquoi ce rapport avec la Chine. Je pense qu'il y a d'autres choses que je ne saurais expliquer. Je ne suis pas politicien, mais je sais une chose qu'on était appréciés. Les Chinois nous accordaient beaucoup d'importance, beaucoup d'importance. Il y a des relations bien. Et cette exposition-là sur la Chine, c'est le fruit de cette coopération. Je suis le fruit de cette coopération. Certes, puisque... Wallah, je suis le fruit. Je ramène avec moi des croquis qui datent, je sais pas, des années 86. Un pays que j'ai visité, maintenant la Chine est autre chose, est devenue autre chose. Là où j'ai étudié à l'Académie des Centrales des Arts, il n'y est plus maintenant. Ils ont transféré dans une autre à 40 km de Pékin. Ils ont fait des autoroutes et autre chose. Mais ça n'empêche que la Chine intérieure, c'est une merveille. Oui. C'est un pays qu'il faut visiter. Et vous êtes resté combien de temps en tant qu'étudiant? 3 ans. D'accord. 3 ans. Vous étiez boursier? J'étais boursier. J'étais bien considéré. J'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé. Et donc en 3 ans, vraiment, vous avez eu le temps de poser un autre regard que celui d'un simple touriste. J'ai appris beaucoup de choses. Et cette exposition, c'est une manière de consolider ces relations stratégiques avec la Chine. On voit dans vos croquis les paysages, l'architecture. Ça, c'est la Pologne. Oui, non, je ne parle pas de ça, mais en général. On voit dans vos croquis les paysages, on voit l'architecture. Oui. On voit aussi la présence... Et mon ami, il m'a beaucoup encouragé, il faut le dire. Justement, on voit aussi la présence musulmane avec les mosquées que vous avez... Il y a des gens qui n'ont pas aimé mes personnages, mais finalement, mes personnages sont très contemporains. Il y a un artiste français qui a vécu au XVIIe, XVIIIe siècle qui s'appelle Antoine Watteau. Oui. Antoine Watteau, c'était un rococo. Antoine Watteau, il s'inspirait de ses croquis. C'est la même chose que je fais moi maintenant. Je m'inspire de mes croquis. Les personnages me diront tac, 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 je ne sais pas comment... D'ailleurs, Watteau figure, on en parlait tout à l'heure, il figure dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Oui. Dans le poème Les Phares. Oui, comme Émile Zola, par exemple, avec les impressionnistes. Oui. Émile Zola... Cézanne. Émile Zola, il a beaucoup aimé l'exposition, les estampes chinoises et japonaises à l'exposition universelle de Paris de 1869, je pense. Donc il a beaucoup aimé. Donc
il était avec, comme moi, avec d'autres, ou là, Karim avec, avec Martinez, ou là, Djoudit Gsouma qui écrit merveilleusement bien aussi. Oui. Il écrit bien. Donc, c'est une complicité. Enfin, c'est la complicité, c'est-à-dire l'artiste comme ici à Khamla avec Yassine, Katib Yassine. Et il y en a d'autres aussi. Donc chaque artiste, il a besoin. Bien sûr, d'être bien entouré, c'est conjuguer l'effort. C'est conjuguer les efforts entre l'écrit et enfin entre le trait et enfin comment dire, entre la couleur et le trait, le verbe et oui, peut-être que la plus belle illustration, c'est ce fameux tableau d'Issiakham, justement, avec un petit verre de Yassine. Moi, je le fais inconsciemment. Moi, ce que j'ai fait avec mes amis, même les Européens, quand j'étais en France, enfin plusieurs fois en France, j'ai exposé à la Haute-Savoie et tout, plusieurs fois, à la galerie Nord-Varina, à Évian par exemple, j'ai exposé. Alors, je donnais mes croquis, on sortait ensemble avec nos amis artistes français, et on faisait beaucoup de croquis. Et surtout, moi, je faisais beaucoup de croquis et je donnais à mes amis des céramiques, des tongoulas, n'importe quoi. N'importe quoi. Et des trucs comme ça reste maintenant. Donc, quand je vois, c'est fou. Les annotations ont toujours été importantes. C'est fou. C'est le 15e siècle. Absolument. Vous voyez les planches. Absolument. Delacroix, ce qu'il a fait en Algérie, au Maroc. Comment il s'appelle M. Géricault. Fromentin. Oui. Fromentin, il a écrit. Il a décrit la société de l'époque. On en parlait tout à l'heure, ici on voit justement... Ça, c'est Ali Hachtar qui a... Oui. En rentrée d'Alger, il y a le tombeau de la chrétienne qui est à droite, là-haut. Il dit... Hachmi a dessiné ce paysage de la Mitidja donnant sur les monts du Sahel, sur plan par le tombeau de Cléopâtre Sélénée. En étant assis à Califourchon, sur un olivier, que l'on ne voit pas ici, voilà, c'est votre perspective. Voilà, donc je lui donne mes croquis, il écrit... Voilà l'importance du croquis. Voici donc quelques traits pour rendre l'essentiel. Oui, il racontait, j'ai d'autres croquis aussi, les citernes par exemple, moi je... Les paraboles. Les paraboles, des trucs, j'adore faire ça, moi. Oui, bien sûr. C'est l'image contemporaine. Et c'est l'urbain. Et c'est l'urbain, c'est le contemporain. Oui, quand vous voyez du 15e siècle, je crois, Dürer, le peintre Albrecht Dürer, le 15e siècle. C'est le Léonard de Vinci de l'Allemagne. Oui, le Khrouj, c'est un peintre voyageur, ça a toujours existé, les peintres voyageurs. Ils ont leur carnet, leur papier, et ils marquent l'instant, voilà, un instant pareil, qui a été en plus associé à un écrivain, à un poète qui a écrit ça sur Hachmi, mais c'est l'art de l'instant. Et le croquis Hadaya, c'est fait peut-être en 5 minutes. Même pas. En 3 minutes, c'est vraiment spontané. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos étudiants actuellement, que le croquis, ce n'est pas le dessin. Non. C'est marquer l'instant, c'est prendre des mesures, un peu suggérer l'ombre, la lumière et garder ça pour l'atelier. À l'atelier, on va reproduire, on va choisir le meilleur et on va reproduire. Ça dépend si on est dessinateur ou peintre. Oui, tu as bien voilà l'importance. Regardez ce que c'est beau, ces tâches-là, ces lignes, l'importance de la ligne. Les gens vont dire, oh, c'est quoi, pourquoi il y a un truc, mais c'est un truc là qui explique plein de choses. C'est très émotionnel, c'est très spécial. Moi, je suis très content, très content. J'ai monté une expo que j'ai appelée le Meïda. Il y a 18 artistes. Il y a 7 générations, c'est-à-dire de Martinez et Zoubir jusqu'à la génération de jeunes Zino Bessaï et tout. Donc chaque génération, il y a 9 générations. Et on a travaillé sur le Mida, le rôle de la Mida, mais ma condition, c'était qu'il fallait que ça soit sur croquis, un dessin en croquis. Parce que notre public n'est pas habitué au croquis. Donc on a fait l'expo à Oran, ça fait un tabac, à Tlemcen, et bientôt elle va être sur Alger. Il y a Chérif, il y a de grosses personnalités qui ont accepté de jouer le jeu gratuitement. Ils ont offert leur croquis et bientôt on va le faire. Donc ça va être bientôt sur Alger. Bientôt sur Alger. En tous les cas, le temps est passé très vite. Oui. Donc c'est toujours un plaisir. C'est l'heure de nous dire au revoir. Voilà. Donc Monsieur Karim Sergoua
Inch'Allah, artiste plasticien, merci d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation et j'espère à très bientôt. À très très bientôt. Pour un événement que je fais qui est exceptionnel, si je peux dire un mot, juste un mot, mais je vous en prie, rien du tout, je vous en prie. parce que c'est ça le concept. Je prépare une expo qui s'appelle Zouj Bzouj, 2 par 2, et vous aurez la suite par la suite. Le concept, c'est Zouj Bzouj. Chaque jour, il y aura une petite nouvelle. Donc, là, ça a l'air passionnant et vous reviendrez pour nous en parler, Inch'Allah. Merci encore d'avoir été parmi nous. Ravi. Monsieur Hachmi Amer, je rappelle que votre exposition bat son plein jusqu'au 6 février, voilà, au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu, pardon. Il faut aller voir les expositions. Il faut les découvrir soi-même. Je partage avec eux, c'est une expérience de longues années. Et les gens auront aussi le plaisir de rencontrer, non seulement, alors ils auront le plaisir de rencontrer, de voir non seulement les croquis, mais de rencontrer aussi la personne très sympathique. Non, la personne, c'est pas important. Et très pédagogue aussi, on n'a pas eu le temps de... Il y a une citation qui dit... Si, c'est très important. On a dit avec Karim... L'œuvre parle d'elle-même, l'artiste se tait. Oui, mais aucune œuvre ne parle d'elle-même, je pense. Il y a le travail, donc les gens viennent découvrir le travail. Après, ils découvrent le... Mais en définitive, Monsieur Hachmi, l'œuvre d'art n'est qu'un prétexte pour la rencontre. Exactement. Finalement, c'est ce qu'on recherche tous, c'est d'aller vers l'autre. Exactement, ouais. En tout cas, merci à vous d'être venu à nous. Eh ben, ça a été un plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. De nous avoir supportés pendant cette avec un immense plaisir. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Et surtout le témoignage de mon ami, vraiment, je suis ravi. ému. Je suis avec lui. Eh bien, messieurs, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Quant à vous, mes chers compatriotes, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture l'autre regard. À très bientôt, vous aussi. Au revoir. Alors,